Bonjour à tous. Aujourd'hui, la capsule théorique traite de la lithosphère. Donc, on est rendu maintenant dans la partie où on se trouve à avoir terminé l'univers technologique et que maintenant, on s'en va dans l'univers Terre et espace. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la partie du sol, donc ce qui regroupe la lithosphère. Donc, si on regarde, les devoirs qui vont avoir à être faits sont affichés dans la présentation. Fait que pour les STE, c'est 152 à 160, pour ST, 181 à 195, pardon, 81 à 95. Fait que donc, évidemment, là, je veux juste vous rappeler, personnes qui sont en STE, c'est pas de faire les pages 81 à 95 et 152 à 160, c'est uniquement de faire les pages 152 à 160 qui traitent de la lithosphère. OK. Fait que donc, si on regarde ça, après avoir vu les différents films, on s'est rendu compte que on a un problème de réaction suite au changement climatique. Le problème actuel, c'est que c'est, comme Victor Hugo disait, c'est que c'est une triste chose de penser que la nature nous parle puis que le genre humain n'écoute pas. Parce qu'on a vu que actuellement, on se rend compte que les tempêtes augmentent, la quantité de précipitations, ou plutôt la force des précipitations dans lesquelles on subit pendant les périodes estivales sont très nombreuses et très intenses. Même principe avec les précipitations lors de l'hiver, des grandes quantités de neige sur un très court laps de temps. Et la deuxième chose qu'on se rend compte aussi, c'est les variations intenses de température. Hein. On sait qu'en hiver, on se ramasse avec des températures de -20 et le lendemain, peut-être +7, +8. Voyons donc, ces écarts de température-là, on ne les voyait pas auparavant. Fait que donc, ça, c'est une problématique que vu qu'on ne le voyait pas auparavant, ben, qu'on peut associer très facilement, et pas qu'on peut associer, qu'on doit associer nécessairement au changement climatique qu'on vit actuellement. Maintenant, vu que je suis rendu au premier cours de la prochaine section, fait que donc il y a des nouvelles dates qui se retrouvent au tableau. Fait que pour les personnes qui regardent la capsule, ça sous-entend qu'au prochain cours, quand vous allez rentrer, n'oubliez pas d'amener votre agenda pour vous assurer de prendre en note ce qui est au tableau pour les prochaines dates d'évaluation. Hein. Tout se retrouve sur mon tableau. Bon. Ensuite de ça, vous allez retrouver aussi sur mon site notre évolution. Parce que pour commencer à traiter de la Terre et espace, il faut que je revienne à la création. Hein. Fait que donc, il faut que je retourne à vos notions de secondaire 3. Fait que donc, vous avez vu qu'on se trouve à avoir une évolution qui est partie à partir du Big Bang, qui date de 10,6 milliards d'années, à la formation de la Terre, environ 5 milliards, 4,8 milliards d'années, et par la suite, bon, ben, réchauffement de la planète, l'arrivée de l'eau sous forme liquide, de gazeux à liquide, et par la suite, l'arrivée de la vie, quand l'arrivée des monocellulaires, après ça, on a vu l'arrivée des mammifères marins, après ça, les, les reptiles marins qui ont sorti puis qui ont colonisé euh, les littoraux. Fait que par la suite, on se ramassait avec des mammifères terrestres, l'arrivée des dinosaures, les grandes extinctions et finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que c'est seulement si on prend sur le 4,8 milliards d'années de la création de la Terre que c'est seulement depuis un siècle environ, un siècle et demi, que l'ère industrielle a détruit notre environnement. Hein. C'est seulement à partir du moment où on a utilisé le charbon, le pétrole, en fait les ressources d'énergie fossile, qu'on se trouve à avoir fait augmenter la température terrestre. Fait que donc, problématique, l'ère industrielle, évidemment. Bon, si on regarde, la deuxième problématique qu'on a, c'est la pression démographique. Parce que quand on regarde au niveau de la démographie, c'est-à-dire le nombre de personnes qui occupent la Terre, si on regarde en 1950, ben, la population mondiale était de 2 milliards 500 millions. Maintenant, on regarde la population mondiale des années 2000 à 6 milliards 100 millions et on voit 2010 6 milliards 9 millions, 2015 7 milliards 3 millions. Ce qu'on voit, c'est une augmentation continuelle, soutenue, d'environ 6 par année. La dernière donnée de ce tableau nous donne une valeur de 7 milliards 350 millions. Et si on regarde aujourd'hui, bien aujourd'hui,
aujourd'hui même, on est à 7 milliards 600 millions. Fait que donc, vous voyez l'importance, l'augmentation est continue, elle est soutenue, puis on peut s'attendre, encore une fois, à un pourcentage d'augmentation de la population qui va être aux alentours encore de 6 Fait que donc, problématique dans plusieurs sens. Un premier problème, ben, ça veut dire que pour nourrir ces gens-là, on a besoin de plus en plus d'aliments. Et les aliments, ben, ils vont se retrouver à la surface de la planète. On sait qu'on a besoin d'agriculture. Et si j'ai plus de personnes, j'ai besoin de plus de terre pour faire cette agriculture-là. Donc, ça, c'est le premier problème qu'on va rencontrer suite à l'augmentation de la population. Maintenant, si j'ai plus de personnes et que j'ai besoin de plus de terre, ça rentre directement en conflit avec le fait que plus que j'ai de personnes, plus que j'ai besoin de terre pour les habiter. Fait que donc, si on regarde, la démographie va faire en sorte qu'il y a un étalement urbain. Fait que, donc, l'étalement urbain vient compromettre les terres qui sont cultivables. Si on regarde à Mirabel, on se rend compte qu'au départ, on avait uniquement des terres d'agriculture et maintenant, on est rendu avec plusieurs développements résidentiels à Mirabel. Fait que donc, ça nous dit que justement, on a un problème à ce niveau-là. Croissance de la population et baisse des terres pour l'agriculture. Ça nous crée un problème supplémentaire. Maintenant, si on regarde au niveau du pétrole, le pétrole a un impact très, très, très important sur l'effet de serre. On le dit, en fait, c'est que si on regarde depuis l'avènement industriel, depuis l'utilisation du charbon et par la suite le pétrole et le gaz naturel, ben, on a augmenté la quantité de gaz à effet de serre autour de la planète. Ce qui fait en sorte que la température de la Terre ne cesse de monter depuis l'ère industrielle. L'augmentation de cette température-là va avoir un impact au niveau de la mer. Ça veut dire qu'on s'attend qu'il y ait une augmentation d'environ 1 mètre en 2100. C'est pas rien, 1 mètre, parce qu'on peut s'attendre à des déplacements de population d'à peu près 400 millions de personnes qui n'auront plus de place pour habiter parce que si la Terre, ou plutôt si les mers montent de 1 mètre, ben, ça sous-entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de régions. Bon, on va attendre. Il y a beaucoup, beaucoup de régions qui se trouvent être habitées sur le bord de l'eau. Hein? On sait que toutes les colonisations se sont faites sur les bords de l'eau. Donc, nécessairement, une augmentation d'1 mètre va sous-entendre qu'il va y avoir plusieurs endroits qui vont falloir qu'ils se déplacent. Il va y avoir donc moins de terres habitables et on va avoir besoin en même temps de plus de terres pour l'agriculture. Donc, vous voyez, on a un problème assez majeur. Maintenant, le fait d'utiliser beaucoup de pétrole, ça a un impact direct sur l'augmentation de la quantité de pétrole. On a besoin de plus en plus d'énergie. Hein? On a plus de monde, donc on a besoin de plus d'énergie. Cette énergie-là, ben, actuellement, on la puise en grande majorité avec les énergies fossiles. Donc, ces énergies qui sont très polluantes et qui créent beaucoup de gaz à effet de serre quand ils sont utilisés. Donc, ces gaz à effet de serre s'en vont dans l'atmosphère, augmentent la capture des rayons infrarouges, donc qui fait que la température terrestre continue de monter et encore plus dramatiquement. Donc, si on... OK, ça, je vais passer ça pour le besoin de la capsule théorique pour réduire son temps. Et oui, mais malheureusement, je dois faire quand même un petit rappel. On sait actuellement, hein, la COP 23 qui a eu lieu en octobre-novembre 2017, hein, donc, on regarde ça et on se dit, il y a à peu près 15 000 scientifiques qui, à travers le monde, disent que l'humanité court à sa perte actuellement. Et pas pour rien, parce que justement, notre temps de réaction aux augmentations de température est trop lent. Ça nous prend trop de temps à réagir et à changer nos habitudes de vie, à changer nos habitudes pour transformer cette énergie-là, qu'on a besoin. Donc, il faut absolument aller vers des sources d'énergie renouvelables, mais malheureusement, ça ne se passe pas assez rapidement, ce qui fait en sorte qu'on court réellement à notre perte si on ne change rien. Maintenant,
Je vais vous demander de prendre les notes directement de la fiche synthèse 24 et 25, s'il vous plaît, de me mettre à pause. Si on regarde des astérix, c'est tout simplement parce que c'est des thèmes qui vont être abordés à l'examen du ministère de 2017, pas nécessairement dans les années, pardon, j'ai dit 2017, mais c'est 2018. Fait que donc, chose importante, le pergélisol devrait être abordé dans l'examen de ST, alors que la capacité tampon devrait être abordée dans l'examen de STE de cette année. Bon, maintenant, si on prend le sol lui-même et on parle des minéraux. Les minéraux, ben, il faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est un minerai et qu'est-ce qui est un minéral. Un minéral au pluriel qui dit des minéraux. Hein. Ces minéraux-là, on va les retrouver dans notre tableau périodique. Fait que si je regarde l'or, l'or se trouve être un minéral, un élément naturel ou même un composé chimique qui rentre dans la composition des roches du sol. Fait que donc ça, c'est notre minéral. Maintenant, le minerai, c'est quoi? Ben, c'est la roche qui va être extraite de la lithosphère. Fait que cette roche va contenir une importante quantité de minéral qui va justifier son exploitation. Fait que donc, si je prends de l'or, ben, je vais voir de l'or à l'intérieur de la roche et je dis, ben, je devrais le sortir du sol parce que ça va être payant pour moi de le faire. Pour que j'aie un minerai, ben, ça veut dire qu'il faut que je l'ai exploité. Ça veut dire ou que je l'exploite actuellement. Fait que donc, les mines sont des minerais. Hein? Les mines sont des sources de minerais qui se trouvent être de la roche qu'on extrait de la lithosphère. Maintenant, un petit retour sur la structure interne de la Terre. On voit que la lithosphère comprend et le manteau terrestre et le noyau terrestre, noyau qui se trouve être très, très chaud. On voit que la température à partir du sol va augmenter d'à peu près 2 à 3 degrés par 100 mètres. Fait que cette température-là, on sous-entend qu'à 100 mètres est à peu près de 30 degrés Celsius et qu'à 1500 mètres, elle va être à peu près de 150 degrés Celsius. De là, tout l'intérêt d'aller chercher la chaleur de cette terre-là quand on sait que l'extérieur ou plutôt à la surface de la Terre, en hiver, on se ramasse avec des températures de moins 30. C'est pas aussi facile d'aller chercher la chaleur de l'air comme les thermopompes le font, plutôt que c'est pas mal plus facile d'aller chercher la chaleur à l'intérieur du sol comme la géothermie le fait. Fait que donc, on va voir la nuance entre les deux un peu plus loin. Là. Fait que, bon. C'est le début officiel de la période maintenant. Fait que donc, si on regarde maintenant les différents horizons du sol, à partir de cette croûte terrestre-là, on voit que la première couche qui va être directement au bas du sol va être la roche-mère. La mer qui est non altérée, qui va être le support pour toutes les autres couches au-dessus de la roche-mère. Fait que donc la couche air. Ensuite de ça, ben, la roche-mère, elle va se fragmenter. Hein? L'infiltration de l'eau va faire en sorte que ça va craquer, qui va se séparer, et à ce moment-là, ça va faire de la roche-mère fragmentée. Cette roche-mère-là, en fait, toute la roche a tendance naturelle à se décomposer, à se fragmenter, à se briser et à monter à l'intérieur du sol, alors que les minéraux, eux autres, qui sont à la surface du sol, par la dégradation des végétaux, par la dégradation des mammifères, de la nature animale aussi, va faire en sorte que ça va se décomposer et descendre à l'intérieur du sol avec, évidemment, l'eau va nous permettre de faire de l'infiltration à l'intérieur du sol et de descendre ces minéraux-là. On voit que les minéraux s'arrêtent au sous-sol, où il y a encore des minéraux, et que la roche-mère, elle, ne comprend pas de minéraux. Non, non. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est le rôle qui est assuré par les horizons. La première chose, si on regarde notre couche superficielle, évidemment, vu qu'il y a dégradation des plantes et des animaux, ben à ce moment-là, l'eau de pluie va permettre de faire descendre ces minéraux-là à l'intérieur du sol et qui va se ramasser dans notre terre arable, qui est une terre qui est fertile, qui est propice à l'agriculture. Fait que donc, si on regarde la formation du sol, on va se rendre compte qu'au fil du temps, sous l'action du gel, de la pluie et du vent, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la roche-mère se fragmente et se mêle à la matière organique qui se trouve
Donc, la roche-mère se fragmente et monte, alors que les minéraux, eux autres, ils descendent avec les pluies. Fait que donc, ce mélange va créer une série de réactions physiques et chimiques qui va donner naissance au sol. Fait que donc, le sol se forme à un rythme très lent, un rythme de 1 cm d'épaisseur aux 200 ans. Fait que donc, on voit toute l'importance qu'on doit accorder à ce mélange-là. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on dit si le sol prend 200 ans à se former, du pétrole, lui, ça va prendre à peu près 20 millions à 650 millions d'années à se former. Fait donc, il faut se rappeler que le pétrole, c'est de l'origine végétale et animale. Hein? Ça se trouve être des fossiles. On parle de combustible fossile qui provient de la détérioration des plantes et des animaux qui sont morts et qui se ramassent dans le sol et qui vont, encore une fois, par transformation physique et chimique, vont former dans un très long laps de temps, va former les nappes de pétrole qu'on se trouve à avoir. Il faut être conscient là, que ces nappes de pétrole-là descendent à un rythme effréné. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'un sol va être fertile? La première chose pour qu'il soit fertile, ça prend des minéraux, parce que ces minéraux-là vont être absorbés par les plantes qui vont croître sur le sol. Fait que donc, ça prend des minéraux en quantité suffisante. La deuxième chose, c'est que pour que les minéraux soient absorbés, il faut que ça se fasse en solution aqueuse. Donc, ça veut dire que ça prend un bon taux d'humidité, ça prend des pluies, ça prend de l'eau pour faire que ces minéraux-là puissent être absorbés par les différentes plantes. Puis finalement, la troisième chose que ça me prend, c'est un pH qui est approprié. Certaines plantes vont avoir besoin d'un sol légèrement acide, d'autres légèrement basique, mais la grande majorité des plantes vont avoir besoin d'un pH neutre pour pouvoir se développer. Donc, trop acide, trop basique, il n'y aura pas un bon transfert d'éléments nutritifs, ce qui va faire en sorte que ça va appauvrir le sol et ce qui va faire en sorte que les plantes n'arriveront pas à croître là-dedans. Fait que l'eau va permettre à plusieurs minéraux de se dissoudre, puis ils vont être par la suite assimilés par les plantes. Maintenant, si on regarde le permafrost, lui, quand on parle du permafrost ou du pergélisol, le pergélisol, c'est un sol qui est gelé en permanence depuis au moins 2 ans. Fait que donc, quand on parle de sol, on ne parle pas de neige ou de glace ou de glacier, on est en train de parler du sol. Fait que ce permafrost-là, on va le voir dans les pôles. Hein? Fait que si on va vers le pôle Nord, on va se rendre compte qu'il y a des sols qui n'ont jamais dégelé parce qu'il faut se rappeler que si on est en train de vivre un réchauffement climatique, ça sous-entend que le pergélisol, lui, il fait juste en avoir moins qu'il y en avait avant. Pergélisol, lui, il se trouve à avoir, parce que lors de sa formation, il y avait beaucoup de gaz et donc il est loadé, il est rempli de méthane et de CO2. Mais ce qui est le plus grave, c'est justement sa quantité de méthane qui contient le pergélisol. Fait que donc, à l'intérieur du pergélisol, il faut comprendre que le gaz à effet de serre, le méthane, est un gaz qui est 20 à 25 fois plus plus d'effet de serre, de capture, quand qui est dans l'atmosphère, que le CO2. Fait que donc, c'est bien plus grave que ce qui se passe si on a une libération de méthane. Et donc, le réchauffement climatique va entraîner un réchauffement du pergélisol, ce qui va faire il va libérer les gaz et ces gaz-là vont se ramasser dans l'atmosphère et à ce moment-là, on n'aura plus le contrôle sur cette température-là. Déjà qu'on ne l'a pas, hein, mais on n'aura plus de moyens pour rétablir la température, puis on ne sait pas dans quel genre de monde qu'on s'enligne à partir du moment où le pergélisol va libérer le méthane. Fait que donc, une des grandes problématiques, c'est cette libération de méthane-là qui va faire en sorte qu'il va accélérer le réchauffement climatique parce que ça veut dire qu'on va avoir encore plus d'effets de serre, donc encore plus de chaleur capturée, donc on continue dans ce cycle à n'en plus finir d'augmenter la température terrestre. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il faut penser que si ce sol-là est gelé en permanence depuis plusieurs années, on pourrait penser l'ère des dinosaures, là, 65 000 ans, je pense, le dernière glaciation. Fait que donc, on, on, on pense que, bon, quand les micro-organismes sont gelés, ces animaux-là qui sont extincts
Probablement qu'il y avait des virus, des bactéries, etc. Et ces virus, ces bactéries-là, nous autres, notre évolution n'a pas fait en sorte qu'on s'est approprié, qu'on s'est immunisé contre ces virus-là. Donc, la libération de ces micro-organismes-là va faire en sorte que ça se peut qu'il y ait des grandes épidémies, pandémies qui arrivent parce que justement, ça va être des choses que notre corps n'aura pas été habitué. Donc, une des difficultés qu'il y a avec la libération, ou plutôt le réchauffement et le, le, le dégel du permafrost, ben, c'est que ces micro-organismes-là, eux autres qui sont gelés, vont revivre tout simplement. Hein? Ils sont simplement gelés. Et c'est tout. Ça complète cette partie-là. Maintenant, je vous demande de prendre ça en note. Maintenant, on va regarder les différentes énergies qu'on peut retrouver dans la lithosphère. Et dès que c'est terminé, on poursuit la présentation. Bon, maintenant, si on regarde les énergies fossiles, hein, quand on regarde les énergies fossiles, les énergies qui sont faites à partir de résidus de végétaux et d'animaux, ben, il se trouve à en avoir trois. Hein. Il se trouve à avoir le charbon, qui est la plus grande quantité d'énergie fossile qui se trouve à être dans le sol, de la lithosphère. Évidemment, toutes les énergies fossiles, c'est des énergies non renouvelables. Hein. On a vu qu'on parle de millions d'années avant de refaire du pétrole. Donc, ça veut dire que si on a utilisé la moitié des ressources d'énergie du pétrole et du gaz naturel, bon, je devrais dire la moitié, la quantité d'énergie que je vais appeler conventionnelle, hein, parce que maintenant, il y a des nouveaux moyens d'extraire du pétrole avec les gaz de schiste, avec les sables bitumineux, mais bref, sont encore plus polluants. Donc, une problématique supplémentaire en utilisant des pétroles non conventionnels. Maintenant, si on s'attarde au pétrole conventionnel, on sait que les ressources sont épuisées de moitié et ce qui va faire en sorte que on va considérer ça comme des ressources non renouvelables parce que dans le temps, on les a épuisées. La seule ressource renouvelable, ça se trouve être la géothermie, aller chercher la chaleur du sol. Donc, la seule ressource qu'on pourrait utiliser au Québec serait la géothermie. Il faut penser que l'énergie nucléaire, ce n'est pas une énergie qui va créer des gaz à effet de serre. Parce que la seule chose qui se trouve à sortir des tours d'évaporation, c'est de l'évaporation, c'est de la vapeur d'eau. Donc, ça n'a pas d'effet sur les gaz à effet de serre, ça n'a pas d'effet sur les changements climatiques. Mais par contre, ben, le problème qu'on a, c'est que ça produit des déchets radioactifs qui sont dangereux et qui prennent des millions d'années à départir. On sait que l'uranium, son temps de demi-vie est tellement grand que on ne peut même pas imaginer que ça va disparaître de sa planète. Oui, on peut libérer la surface du sol des déchets radioactifs, mais ça veut dire qu'on les met ailleurs. Puis la Terre, ben, c'est fini. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace supplémentaire. On ne peut pas bâtir une deuxième Terre à côté. Là. Ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, les combustibles fossiles, il y en a trois. Charbon, gaz naturel et le pétrole. Donc, un dans chaque état, si vous vous rappelez bien, à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. Ça peut vous aider pour vous rappeler les trois types. Et ensuite, ben, l'énergie nucléaire ne fait pas partie des énergies fossiles. Mais par contre, il fait partie des énergies non renouvelables parce que l'uranium, ben, on l'a en quantité limitée sur la planète. Et aussi, il faut s'attendre qu'on a des limites aussi. On en a à peu près pour 60 ans, si je me rappelle bien, des centrales nucléaires, ou plutôt des énergies provenant de l'énergie nucléaire. Bon, maintenant, si on regarde les ressources, on a dit que, à prendre en note, hein, énergie fossile, énergie nucléaire. Donc, vous avez votre petit tableau là, à prendre en note, s'il vous plaît. Énergie nucléaire comme l'uranium, la géothermie. La seule ressource actuellement, c'est la chaleur de la Terre pour la lithosphère. Maintenant, si on regarde les différentes ressources puis les dates d'épuisement qui est
qui est anticipé, hein, je pourrais dire. On se rend compte que si on regarde l'or, on dit 2025, il n'y en aurait plus dans le sol. C'est sûr qu'on va trouver toujours des petits gisements à gauche, à droite, qui font en sorte qu'on en trouve, mais les grandes quantités devraient être éliminées d'ici 2025. 2035, on parle déjà le plomb, le cuivre qui risque de filer en 2040. Et les pétroles, voyez-vous, les sources de pétrole naturel, conventionnel, on parle d'à peu près 2050 qu'il n'y aurait plus de pétrole de sources conventionnelles. Par contre, il reste des milliards de barils encore de sources non conventionnelles. Mais cette énergie-là, évidemment, ça veut dire qu'ils sont encore beaucoup plus polluantes. Et leurs utilisations vont faire en sorte que ça va juste empirer cette situation au niveau des gaz à effet de serre. Fait que donc, ça vient encore plus compromettre la survie de l'humanité en utilisant ces ressources-là. Et actuellement, si on regarde au niveau du charbon, on en a jusqu'à 2155 et actuellement, les centrales les plus développées en Chine et en Inde sont des centrales thermiques au charbon. Fait que donc, on a un problème majeur avec encore les émissions de gaz à effet de serre qui vont se produire dans ces régions en développement. OK, maintenant, comment on fabrique de l'électricité? Hein? Pour toutes les sources d'électricité ou d'énergie qu'on peut aller chercher, le principe fondamental est toujours le même. On se trouve à avoir ce qu'on appelle un rotor qui se trouve à tourner au centre et un stator qui va être composé d'aimants généralement. Fait que donc le stator, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va créer un champ magnétique et avec la loi des trois doigts, là, la loi de la main gauche, la troisième loi, on va être capable de créer, on va se rendre compte plutôt, on est capable d'identifier comme quoi il va y avoir un courant qui va circuler dans le conducteur. Courant qui circule dans le conducteur, pour que ça se produise, ben, ça sous-entend que le rotor est en rotation. Fait que donc, on doit créer cette rotation-là. On va utiliser une turbine qui va faire tourner le rotor et les fils de cuivre vont nous permettre de récupérer l'énergie. Et ce principe-là est partout le même. Fait que donc, si je continue un petit peu, je regarde les centrales d'énergie fossile, comment ils fonctionnent. Ben, tout simplement, on a une chaudière. Une chaudière, vous pouvez imaginer là, un canard sur le feu où est-ce qu'on se trouve à faire chauffer de l'eau. Qu'est-ce qui arrive quand l'eau chauffe? Ben oui, ça scille. Pourquoi ça scille? Ben, tout simplement parce qu'on a augmenté la pression et maintenant le petit sifflet au-dessus de la bouilloire se met à sonner, hein, se met à vibrer et on a du bruit. Bon, ben, le même principe est pour les centrales. C'est la même chose, en fait, c'est qu'on va utiliser des brûleurs, fait qu'on va brûler nos énergies fossiles, et en brûlant l'énergie fossile, on se trouve à chauffer la chaudière, qui va créer des vapeurs, qui va créer un déplacement de l'eau et de la vapeur d'eau pour faire tourner une turbine. La turbine tourne, elle fait tourner un alternateur. Parce que quand quelque chose tourne, dans un système d'alternateur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait alterner le courant. Donc, on se rappelle qu'un courant alternatif va faire un mouvement de va-et-vient dans le fil. Ce mouvement de va-et-vient-là va nous créer des pressions électriques, hein, la tension électrique qui va se trouver à pousser et ça va me donner de la puissance. Cette puissance-là qui est la multiplication de la pression électrique et du courant qui se trouve à se produire. Fait que donc, on parle de P est égal à V, U fois I en français et V fois I en anglais. Du même coup, ben, il faut refroidir par la suite la vapeur d'eau. Donc, en la refroidissant, ben, elle va retourner tout simplement à la pompe. Fait qu'on va avoir un système de réserve d'eau froide pour venir refroidir les turbines et permettre qu'on puisse continuer ce cycle et produire de l'électricité. L'électricité qui provient du charbon, du pétrole et du gaz naturel, ben, en fait, c'est toujours le même principe qu'on voit ici. Maintenant, si on regarde l'énergie qui provient d'une centrale nucléaire, encore une fois, ça va être la même chose, mais on va se servir des crayons d'uranium
de combustible radioactif qui va, qui va chauffer encore une fois un liquide, hein, encore une fois de l'eau ou un liquide quelconque généralement, qui va nous permettre de créer des vapeurs et faire tourner la turbine. Fait que même principe, on fait tourner une turbine, qui fait tourner une génératrice, qui amène de l'électricité dans le système euh, électrique qu'on cherche à alimenter. Et ce qu'on voit, ben, encore une fois, un système de refroidissement par la suite qui va créer des vapeurs, qui va laisser évaporer l'eau par la suite dans la tour de refroidissement. Fait que donc, on utilise de l'eau qui va venir se réchauffer, donc qui refroidit le système primaire et secondaire et qui évacue de la vapeur d'eau. Maintenant, ben, comme je vous disais, hein, si on regarde la période de radioactivité maintenant de l'uranium 238, on voit que c'est 4 milliards 470 millions d'années. C'est pas drôle, là, les déchets radioactifs que ça se trouve à créer. Maintenant, géothermie, ben, si on regarde, ben, la géothermie, c'est sûr que c'est un moyen très intéressant parce que la géothermie, si on le compare à nos thermopompes qu'on a sur le marché, les thermopompes qu'on a sur le marché, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la chaleur qui se trouve être dans l'air extérieur et elles l'amènent dans nos maisons. Bon, maintenant, la chaleur qu'on se trouve à avoir dans l'air, elle se trouve être pas mal moins élevée quand on est à -20 à l'extérieur. Là, les thermopompes ne sont pas bien fonctionnelles. Hein. Elles sont plus fonctionnelles quand elles se situent alentour de -5 degrés, des températures qui se rapprochent du zéro. Mais si on va chercher la chaleur plutôt que de la prendre dans l'air, qu'on la prend dans le sol, là, on se rappelle que les températures montent facilement à 30 degrés. Et là, la géothermie, ou plutôt ces thermopompes, ces pompes de chaleur, sont beaucoup plus efficaces. Fait qu'on est capable d'aller chercher de la chaleur à l'intérieur du sol et que ce soit pas mal mieux que les pompes les thermopompes actuelles. Mais par contre, actuellement, ces systèmes-là sont assez coûteux. Donc, il faut absolument que les prix baissent. Il faut que les gouvernements s'impliquent à subventionner ces systèmes géothermiques-là pour qu'on ait des systèmes qui soient plus performants et qui demandent beaucoup moins d'électricité. Maintenant, si on regarde la capacité tampon du sol, qu'est-ce que ça se trouve à être? Bien, rappelez-vous, c'est la faculté de résister au changement de pH si on va ajouter des composants acides ou basiques à l'intérieur du sol. Fait que donc, ça sous-entend qu'à partir du moment où on a des pluies acides, hein, il faut comprendre que les centrales au charbon vont polluer l'atmosphère, elles polluent l'atmosphère et elles acidifient l'atmosphère. Puis quand on a des précipitations, maintenant, c'est des précipitations qui sont acides. Et il faut comprendre que les courants d'air font en sorte que les centrales thermiques provenant des États-Unis vont venir réchauffer, les vents vont nous apporter les pluies acides provenant des États-Unis. Donc, ça sous-entend que les Américains pollueurs nous amènent des pluies acides qui affectent nos érablières parce que le sol, quand il se trouve à être acidifié, nos érablières ont beaucoup de difficultés à venir, nos érablières sont très sensibles à des sols acides, donc elles se détruisent. Et l'autre problématique, c'est qu'on se trouve à avoir en Ontario, au Québec, on est situé sur le bouclier canadien, et ça, c'est une roche formée de granit et de roches métamorphiques. Puis ça, là, c'est très vulnérable aux pluies acides. Ça a une très faible capacité tampon, ce qui sous-entend qu'une capacité tampon, c'est d'être capable de rétablir le pH du sol quand il y a des pluies acides. Fait que nous autres, sur le bouclier canadien, on a une très faible capacité tampon, donc ça fait en sorte que nos sols s'acidifient. Et pour rétablir le pH du sol, ben, on doit mettre sur la surface du sol de la chaux, hein, on doit mettre quelque chose qui va être basique, et c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux parce qu'on n'ira pas dans la forêt pour aller rajouter de la chaux, là, il y a un problème. Fait que donc, la solution est certainement pas de rajouter quelque chose. La solution, c'est de se débarrasser de ces pluies acides-là. Fait que problématique hein, majeure provenant des centrales au charbon. Maintenant, l'épuisement des sols, il faut comprendre que on avait déjà mentionné comme quoi que
pour qu'un sol soit fertile, on a besoin d'une quantité suffisante d'humidité ou d'eau, hein? On a besoin de minéraux et on a besoin, troisième facteur, d'un pH qui soit sensiblement neutre ou proche d'être neutre. Maintenant, si on épuise un sol, pour épuiser le sol, ben c'est exactement ce qu'il faut faire l'inverse. Hein? Ça sous-entend épuiser le sol veut dire que si je regarde l'image ici d'Haïti versus la République dominicaine, Haïti qui se trouve à avoir éliminé la grande quantité d'arbres qui se trouvent sur sa surface et la République dominicaine qui les a conservés, ben il faut comprendre que la raison pourquoi que quand il se trouve à y avoir des pluies abondantes en Haïti, ben on se trouve à avoir des coulées de boue. Parce que le sol n'arrive pas à retenir cette humidité-là. Le fait de ne pas avoir d'arbres sous-entend le fait de ne pas avoir de racines. Et si je n'ai pas de racines, ben, je ne suis pas capable d'aspirer cette eau-là pour amener des minéraux dans mes arbres, dans mes plantes. Fait que donc, ça veut dire que l'eau ruisselle et se ramasse à la surface et n'est pas absorbée par les plantes, donc c'est la terre qui l'absorbe et ça fait de la boîte. Cette boîte-là se ramasse sur les chemins et dans les villages et fait en sorte qu'il y a du monde qui meurt à cause de ça. Fait que donc, l'épuisement des sols, un des facteurs, ça va être le ruissellement. Le ruissellement. Si je me trouve à avoir une érosion du sol par l'eau et le vent, ben le ruissellement va faire en sorte que l'eau ne pénètre pas le sol, mais reste à la surface. Maintenant, qu'est-ce qui va créer le ruissellement? Ben, la première, ça va être le compactage du sol. Hein? Le sol qui est compacté, hein, on imagine facilement quand on va dans un parc, puis qu'il y a des beaux petits sentiers aménagés sur du béton ou sur des pierres et qu'on marche dessus, ben, il n'y a pas de problème. On voit à côté qu'il y a de la végétation. Mais dès que les humains se trouvent à déborder du sentier, passent par des petits sentiers autres que ceux qui sont aménagés, on voit que les plantes cessent de pousser. Parce que tout simplement, on piétine ces endroits-là et que ça se trouve à réduire ou plutôt ça se trouve à compacter le sol, ce qui fait en sorte que ça réduit la pénétration de l'eau à l'intérieur du sol. Fait que donc, ça, c'est une problématique majeure. On a aussi la deuxième raison qui se trouve à nous créer un épuisement des sols, c'est son érosion par les processus de dégradation chimique. Fait que donc, si on acidifie ou on solidifie le sel, ben, on se trouve à ralentir l'humus. Puis si on ralentit le processus d'humus, ça veut dire que l'eau va se trouver à se drainer très rapidement. Un sol très... Donnez-moi un exemple d'un sol très, très, très pauvre. Ben, c'est du sable, hein, parce que justement, le sable n'absorbera pas l'eau. Il va tout simplement le drainer très, très rapidement. Maintenant, on a vu comment le sol s'épuise. Maintenant, on va regarder comment le sol se contamine. Parce que la contamination, c'est quoi? Ben, c'est caractérisé par la présence anormale d'une substance nuisible dans un milieu, mais principalement à cause de l'activité humaine. Fait que donc, si on regarde l'image qu'on voit là, problématique avec les pneus, on sait que les pneus, c'est très difficile de se débarrasser de ça. Hein? Fait que donc, contamination des sols à partir du moment où je me ramasse avec un paquet de pneus, puis que, comme par mégarde, il arrive un petit feu. Hein? Ça arrive très souvent dans les endroits où il y a beaucoup de pneus. Eh bien, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, on se ramasse avec, encore une fois, des émanations de produits toxiques dans l'air qui va se ramasser dans les précipitations et qui va se ramasser sur le sol éventuellement. Fait que donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des contaminants inorganiques ou organiques qui vont se ramasser sur le sol. Puis évidemment, on a aussi la possibilité d'avoir des contaminants radioactifs qui sont créés par les centrales nucléaires. Bon, donc, ça, c'est tous des problèmes qu'on est obligé de vivre avec. Maintenant, autre chose, ben, l'agriculture crée aussi une grande part de contaminants. Pourquoi? Parce que à force d'épurer les sols de ces nutriments par la monoculture, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que on est obligé de mettre des engrais et on met des phosphates, puis on met des nitrates, puis on met toutes sortes de choses là-dessus qui va faire que quand il y a des pluies, ça ne pénétrera pas le sol, ça va s'en aller dans notre eau. Et ça va faire en sorte que, d'un, notre sol se contamine, de deux, nos
notre hydrosphère aussi se contamine, notre eau aussi se contamine. L'autre chose, bien évidemment, je vous ai dit qu'on a l'étalement urbain qui est une autre problématique, c'est qu'on a dit qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de sol parce qu'on a de plus en plus de personnes à nourrir, mais malheureusement, bien, on a de plus en plus de personnes, donc on a besoin de plus en plus de logements et de plus en plus de logements implique qu'on va avoir l'étalement urbain. Et l'étalement urbain vient compromettre les terres, vient réduire la quantité de terre et les terres qui sont, comment je pourrais dire, les terres qui sont sous l'étalement urbain, ben, vont être contaminées par par l'asphalte, par le béton, et tout ça va se ramasser dans la nappe phréatique. Et donc, on a une contamination des sols à ce niveau-là, parce que le sol, évidemment, l'eau va se promener souterraine. Les eaux souterraines se promènent avec cette contamination-là et s'étendent à des régions qui ne sont pas urbanisées. Hein? Fait que c'est ça. Puis déforestation, bien évidemment, on a compris que quand je me trouve à couper les arbres, je me trouve à empêcher les arbres de faire leur travail, de récupérer les minéraux et les contaminants du sol. Fait que donc, la forêt nous aide, même si on pollue, nous aide à décontaminer le sol. Si on les coupe, bien évidemment, il faut faire ce travail. OK, question d'examen. On sait que normalement, les questions d'examen qui vont se rattacher à ça, ça va être une question à développement qui va parler de l'effet de serre, puis du cycle du carbone et de la fonte du pergélisol. Tout ça ensemble, là, normalement, l'évacuation du méthane à partir du pergélisol, l'instabilité des sols, tout ça, à peu près ce qui va ressortir normalement dans une question d'examen à développement. Fait que maintenant, ça termine la capsule. Fait que je vous demanderai de passer aux exercices de la page 152 à 160.